Et poursuivons avec notre invité Michel Goya, historien et militaire, auteur d'un tout dernier ouvrage, Le temps des guépards, la guerre mondiale de la France de 1961 à nos jours, aux éditions Talendier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui êtes un spécialiste des conflits, de l'histoire militaire, quelle est votre grille de lecture sur ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui ? Alors, on est revenu dans un contexte général qui ressemble beaucoup à celui de la guerre froide, avec deux blocs qui désormais se retrouvent vraiment face à face et en opposition forte. Et entre ces blocs, qui sont également des puissances nucléaires, et c'est ce qui évidemment complique considérablement le jeu, il y a des espaces qui, eux, ne sont pas protégés par l'OTAN en particulier, et qui sont autant qui deviennent de ce coup autant de finalement de champs de bataille. Et donc là, on assiste à quand même un événement majeur. C'est l'emploi de la force armée par l'armée russe sur le sol européen dans un conflit contre un État. Donc c'est quelque chose c'est un événement assez considérable qui, dans l'immédiat, d'un point de vue militaire, devrait mener une victoire russe sur le terrain parce que le rapport de force est quand même écrasant, mais qui introduit énormément d'incertitudes pour la suite sur le terrain lui-même. Justement, vous évoquez les forces en puissance. On l'a répété, l'Occident n'interviendra pas militairement. Joe Biden l'a crié haut et fort pendant des semaines, à tort peut-être, ça on ne le sait pas. Par contre, du matériel militaire va être envoyé à l'Ukraine. Quel est justement aujourd'hui le pouvoir de résistance de l'armée ukrainienne face à, vous le disiez, la deuxième puissance militaire mondiale, la Russie ? Encore une fois, le rapport de force militaire, pour l'instant, est écrasant. Les Russes ont la maîtrise complète du ciel. Ils peuvent faire pratiquement ce qu'ils veulent. Ils peuvent attaquer dans toute la profondeur du territoire. Ils peuvent entraver toutes les manœuvres, je veux dire, des forces ukrainiennes. Sur les points de contact, les forces russes également sont nettement plus puissantes, plus volumineuses que les forces ukrainiennes. Et sur ce terrain-là, le combat fait pas beaucoup de doute. Mais est-ce que l'envoi de moyens militaires par les pays de l'OTAN peut changer la donne, pardon ? Non, incontestablement non. Non, c'est d'abord quels moyens militaires, et puis ensuite ces moyens militaires, il faut être capable de les utiliser. Non, c'est trop tard. Je veux dire, c'est un conflit qui, dans cette forme-là en tout cas, va durer quelques semaines, probablement. Quel pourrait être le coup majeur porté à Vladimir Poutine pour qu'il n'aille pas plus loin ? Parce que là, on est en Ukraine, après il y a les pays baltes, pays membres de l'OTAN. Je vous propose d'écouter ce que disait hier la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe. Il est évident que l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, qui est avant tout un bloc militaire, aurait de graves conséquences qui nécessiteraient des mesures réciproques de notre pays. Alors la Finlande et la Suède menacées de conséquences militaires par la Russie s'ils engageaient des discussions pour rejoindre l'OTAN. Le ton, là pour le coup, est extrêmement menaçant. Oui, bien sûr. C'est peut-être... Mais là on parle de la Finlande et de la Suède, oui, tout à fait. Deux pays européens. C'est peut-être l'aspect... c'est-à-dire contre-productif pour Poutine, c'est que en s'opposant finalement à l'OTAN, il va au contraire certainement raffermir cette organisation. Ce serait une réussite pour Joe Biden pour le coup. Voilà, ramener des forces américaines en Europe qu'elles avaient largement quittées, et un phénomène quand même assez extraordinaire, des pays neutres comme la Suède qui, d'un seul coup, décide de rejoindre une organisation militaire. C'est un phénomène complètement inédit d'un point de vue politique. Mais comme je le disais tout à l'heure, on est en situation de bloc. Des puissances nucléaires ne s'affrontent pas directement. Et à partir de là... Ceci dit, Vladimir Poutine a utilisé cette menace quand il a dit on va délimiter des nazis. L'arme nucléaire fait malgré tout partie du jeu. C'est comme la reine sur la Oui, mais enfin, c'est censé être une arme de dissuasion au départ. Bien sûr, mais il l'utilise dans un cadre de dissuasion. En revanche, oui, il est quand même possible d'utiliser la force armée. Pour le dire très simplement, si par exemple on avait vraiment voulu défendre l'Ukraine, on aurait déployé très vite des forces sur place de façon justement à se placer en position de dissuasion. Je reviens à ce que je disais, les Russes auraient
dans ce cas-là, attaquer des soldats français, britanniques, américains, c'était tout de suite monter dans l'échelle, dans l'escalade, beaucoup très haut, et de quelque chose qui est beaucoup plus dangereux. Mais la Russie ne serait pas intervenue. Voilà, c'est ça. Donc, finalement, mais il faut agir vite. On va revenir à votre ouvrage en 2 minutes. Depuis 1961, écrivez-vous, la France a mené 19 guerres sur 3 continents. Je vais quand même revenir à l'Ukraine. Est-ce là la 20e guerre de la France, mais dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de son principe même de l'Alliance Atlantique et la solidarité stratégique entre ses membres? On a dit que la France allait envoyer des troupes en Roumanie, alors qu'elle est déjà présente en Estonie depuis 2017, je crois. Oui, alors, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on envoie des troupes sur place? On aura, je crois, de mémoire, 300 soldats en Estonie. C'est pas 300 soldats qui vont arrêter une armée russe si elle se présente. Ils sont là simplement pour montrer à la fois notre détermination, notre solidarité, et obliger, si les Russes veulent aller plus loin, obliger de combattre et de tuer des soldats français. Ce qui, tout de suite, il donne une autre dimension au conflit. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on utilise la force dans ce cadre-là, ou alors de manière beaucoup plus clandestine, très ouverte. Mais on est dans une situation dite de confrontation, où le terme officiel qu'on utilise maintenant, c'est contestation, c'est-à-dire en dessous du seuil de la guerre ouverte, mais c'est un champ où on s'affronte, on peut s'affronter, alors de manière très diverses, par des biais économiques, par tous les instruments de pression possibles, dont éventuellement la menace de la force. Merci beaucoup, Michel Goya, d'être venu sur notre plateau. Et pour aller plus loin, pour aller sur la position de la France, notamment au Sahel, vaste dossier sur la lutte anti-djihadiste, je fais référence donc à votre ouvrage, Le Temps des guépards. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.